Aujourd'hui, on va dire que l'IA est capable de reconnaître que les tumeurs avec le même niveau de compétence que les radiologues très chevronnés. Simplement, elle est capable de traiter beaucoup plus d'échantillons à la fois. Par ailleurs, il y a un champ de la médecine qui est en train d'émerger et qui va être totalement bouleversé et accéléré par l'IA. C'est la médecine anti-vieillissement. Une IA n'a absolument aucune empathie. Une IA, ça ne pense pas, il n'y a pas d'émotion, ça calcule. Le docteur Laurent Alexandre, il nous parlait justement de ce sujet. L'IA va nous rendre immortels parce que ça a tellement de promesses qu'on va réussir à repousser tellement le vieillissement qu'on arrivera à l'immortalité. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, concrètement ? Tout le monde vous parle tout le temps des risques de l'intelligence artificielle. On vous en parle constamment, notamment sur cette émission, mais en réalité, on vous occulte parfois la révolution qui est en cours dans le domaine de l'intelligence artificielle et notamment dans le domaine de la médecine. Avoir le potentiel de guérir des maladies qui sont des maladies extrêmement graves, des maladies chroniques, avoir le potentiel de révolutionner le monde du médicament, le monde pharmaceutique et avoir également le potentiel de rallonger l'espérance de vie des citoyens. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on va parler de ce sujet, de la révolution de l'IA dans le domaine de la médecine. J'ai le plaisir d'accueillir comme invité aujourd'hui sur le plateau d'Esprit IA Philippe Moinjon. Donc vous êtes docteur en immunologie, vous êtes chercheur, professeur en IA et santé et auteur de ce livre, La révolution du médicament par l'IA, où j'ai appris beaucoup de choses en lisant ce livre. On va en parler aujourd'hui. Bonjour Philippe. Bonsoir, merci de m'accueillir ici. Ravi d'être avec vous. Avec plaisir. Donc on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous, en tant que professionnel de santé, qu'est-ce qui vous a frappé dans l'intelligence artificielle au point que vous décidiez d'en écrire un livre et de parler de la révolution à laquelle on est tous confrontés aujourd'hui ? Ça fait à peu près une dizaine d'années que je m'intéresse de très près à l'intelligence artificielle. Et j'ai réalisé assez rapidement que finalement, l'intérêt de l'IA, c'est d'apporter une nouvelle fonctionnalité, à savoir d'intégrer et d'analyser des quantités colossales de données et pour créer des modèles prédictifs par ordinateur qui pouvaient éduquer les experts s'agissant de prendre des décisions compliquées. Et il se trouve que nous, dans le domaine du médicament, s'agissant de faire des médicaments, on a beaucoup de décisions pour lesquelles on aimerait avoir des informations nous permettant de prendre les bonnes décisions. Voilà, c'était ça le motif principal au départ. On va parler de beaucoup de choses, là en l'espace d'une heure. On va parler de la révolution dans le domaine du médicament, on va parler de tout ce qui se fait en ce moment dans le domaine de la médecine en termes de la santé, de technologie, etc. Et puis on va parler aussi des promesses pour l'avenir en matière d'intelligence artificielle, sur le cancer, sur les maladies neurodégénératives, sur la potentielle immortalité. Restez avec nous, ça fera l'objet du débat en fin d'émission. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Philippe. Pour vous, en quoi l'intelligence artificielle, elle a le potentiel aujourd'hui de transformer le médicament en tant que tel, dans sa construction, dans sa recherche? Dites-nous tout. Si on essaie de répondre en quelques mots à cette question, ce que l'intelligence artificielle a déjà commencé à faire, c'est à nous permettre de créer des médicaments parfaitement adaptés aux particularités du patient. Et je dirais même de chaque patient. C'est ce vers quoi on va, c'est-à-dire bien comprendre les particularités du problème de santé que le patient a, et dans le même temps, pouvoir anticiper les propriétés de molécules médicamenteuses parmi des milliards et des milliards de possibilités. Tout ça pour faire vraiment une adéquation parfaite entre le médicament et le problème de santé du patient. C'est vrai que c'est ce qu'on voit dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cette technologie, elle a la capacité de pouvoir traiter des millions et des milliards de données très rapidement, ce que l'humain n'est pas toujours en mesure de pouvoir faire, en tout cas pas aussi rapidement. Et c'est peut-être en ça d'abord que l'intelligence artificielle, elle peut aider dans la recherche médicale et pharmaceutique. Tout à fait. Et ça nous permet d'envisager ce qu'on appelle, nous, une médecine de précision. On veut dire là des médicaments très bien adaptés aux particularités du patient, avec cette idée qu'il sera plus efficace et mieux toléré pour ce patient-là.
Alors, ce que vous disiez dans le livre, c'est que, dites-moi si je me trompe, hein, mais les médicaments intelligents qui sont boostés par l'intelligence artificielle, eh bien, ils peuvent aider à mieux cibler la partie du corps dans lequel, eh bien, le principe actif doit être déversé et également minimiser ce qu'on appelle l'innocuité, c'est-à-dire les risques d'effets secondaires sur les autres parties du corps. Exactement, oui. J'aime bien parler d'un médicament intelligent, donc à l'évidence qu'on arrive à faire maintenant avec l'IA, qu'on commence à faire, pour parler d'un médicament ultra ciblé. Hein, c'est-à-dire qu'on peut concevoir avec un rationnel scientifique très fort, très puissant aujourd'hui, des médicaments parfaitement ciblés sur un processus biologique qui est perturbé chez le patient que l'on considère. Et puis par ailleurs, c'est donc un double ciblage finalement sur le processus biologique et également on tient compte des particularités de la maladie du patient. Alors, concrètement, quels sont les exemples de médicaments qui sont récemment sortis, qui peuvent être considérés comme étant des médicaments intelligents ou ceux qui sont en phase de recherche aujourd'hui? Alors, il y a aujourd'hui, on peut estimer plusieurs milliers de candidats médicaments conçus entièrement par l'IA, qui sont dans les laboratoires de recherche de l'industrie pharmaceutique. C'est assez compliqué d'évaluer le nombre, mais on va dire quelques milliers. Mais je vais en extraire deux. Le premier, c'est un médicament qui s'appelle l'allicine. C'est un antibiotique qui est aujourd'hui, il n'est pas encore commercialisé, il est en phase de développement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était un médicament au départ qui avait été conçu contre le diabète. Et puis, il s'est trouvé qu'il n'était pas efficace dans cette pathologie. Et grâce à l'IA, on a pu détecter, à partir de la structure chimique de cette molécule, que ça allait être un antibiotique extrêmement puissant et à très large spectre contre tout un tas de bactéries, y compris des bactéries résistantes à un grand nombre d'antibiotiques qu'on possède. Et il s'appelle l'allicine, vous pouvez l'imaginer, en hommage au robot HAL de 2001 Odyssée de l'espace, donc cette machine qui prend un petit peu des décisions autonomes, donc ce qu'on ne souhaite pas forcément avec l'IA en santé. Super film d'ailleurs, hein. Je recommande pour les personnes qui regardent ce podcast, n'hésitez pas à regarder ce film de Stanley Kubrick qui est vraiment un des meilleurs films sur l'intelligence artificielle. Hein. Un deuxième médicament que je voudrais évoquer, c'est un médicament qui pour le coup est en évaluation clinique, il est testé aujourd'hui chez l'homme, conçu par l'IA. Il y en a à peu près une centaine qui sont dans cette situation-là, mais c'est le plus avancé. Il est développé par une société américaine qui s'appelle In Silico Medicine et il vient de terminer une étude de phase 2. Une étude de phase 2, c'est une étude clinique déjà avancée puisqu'on teste un médicament sur plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de patients et on a déjà des informations sur l'efficacité de ce médicament. Et donc, dans une maladie qui s'appelle la fibrose pulmonaire idiopathique, donc c'est un problème pulmonaire, donc le parenchyme pulmonaire est envahi par du tissu fibreux et les patients ont des problèmes respiratoires. Et ce médicament, dans cette pathologie très complexe, a montré donc une efficacité, une amélioration de la fonction pulmonaire. Et donc aujourd'hui, il passe en évaluation dite de phase 3, c'est l'étape finale pour démontrer l'efficacité sur des très, très grandes cohortes de patients, plusieurs centaines à plusieurs milliers, pour pouvoir ensuite enregistrer le médicament, c'est-à-dire que le mettre à disposition des patients. Donc affaire à suivre. Pour l'instant, les résultats sont très favorables et on espère que ce sera le premier médicament conçu par l'IA qui va être disponible d'ici, on va dire, 2-3 ans pour les patients. Alors, je vais aller dans la continuité de ce que vous dites. Dans le livre, vous passez un moment à développer le fait que aujourd'hui la réglementation, et c'est normal, hein, parce que les médicaments, c'est quelque chose de potentiellement risqué. Voilà, si les risques ne sont pas couverts, si évidemment on n'identifie pas les effets secondaires a priori avant de sortir ces médicaments sur le marché, c'est la raison pour laquelle eh bien, les phases d'études, de tests de ces médicaments peuvent être extrêmement longues et extrêmement contraintes. Je crois que vous parliez de 50 ans entre la découverte d'une molécule et la sortie potentielle d'un médicament. C'est pour certains médicaments. On va dire classiquement, on va dire un chiffre moyen, enfin un ordre de grandeur assez classique, c'est entre 12 et 15 ans depuis la découverte et la phase de recherche en laboratoire jusqu'à la mise à disposition des patients. Mais il faut savoir qu'il y en a quand même 93% de ces médicaments, de ces candidats médicaments, qui rentrent en développement clinique, donc dans les études chez l'homme, 93% qui faillissent misérablement
parce qu'ils ne sont pas assez efficaces ou bien ils montrent des problèmes d'effets secondaires dont on ne veut pas. Et c'est là que l'IA va nous intéresser pour choisir en fait la bonne cible thérapeutique, la bonne molécule médicamenteuse et avoir une idée beaucoup plus précise des patients à même de bénéficier de ce médicament. Oui, alors effectivement, vous en parlez dans les phases de test. Il faut passer par des tests souvent sur des animaux, ensuite sur des panels d'humains qui sont volontaires, qui sont parfois très larges, ces panels, voilà, pour s'assurer effectivement de l'innocuité des médicaments et de leur efficacité. Et en même temps, là, vous parlez d'une solution potentiellement qui pourrait aider à raccourcir considérablement ces phases de test et à sortir plus rapidement des médicaments très innovants et qui peuvent guérir des maladies. C'est ce que vous appelez les jumeaux numériques. Qu'est-ce que c'est ? Tout à fait. Alors, un jumeau numérique, d'abord, c'est un concept qu'on a emprunté à l'industrie aéronautique. Donc, c'est un modèle réalisé par ordinateur pour simuler une réalité physique. L'exemple le plus classique, ce sont les simulateurs de vol sur lesquels on entraîne les pilotes dans l'aéronautique. Et nous, on s'est emparé en santé de ce concept pour créer des jumeaux numériques classiquement d'organes humains. Par exemple, il y a un jumeau numérique du cœur humain, du cœur vivant, c'est comme ça qu'on l'appelle, parce que c'est un cœur qui bat. Et il est réalisé à partir de beaucoup de données d'imagerie médicale. Et on peut, en changeant certains paramètres, créer un jumeau numérique soit de cœur normal, ou bien de cœur de patients malades qui ont une insuffisance cardiaque ou bien qui ont un problème d'arythmie. Et pourquoi c'est intéressant ? C'est parce qu'on va pouvoir après, par ordinateur, sur donc, une sorte de modélisation d'un problème de santé de patients, on va pouvoir tester des dispositifs médicaux, des stents, des pacemakers. On va aussi pouvoir simuler des procédures chirurgicales. Donc c'est vraiment bien sûr très très intéressant parce qu'on peut à partir de là évaluer des approches thérapeutiques sans qu'il y ait des risques quelconques pour le patient. Et nous, on a une forme de jumeau numérique qui nous intéresse tout particulièrement, qu'on appelle le patient virtuel. Alors cette fois-ci, ce ne sont pas des données d'imagerie, ce sont des données de caractérisation biologique de ces patients. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on va pouvoir prédire l'efficacité de candidats médicaments qui interagissent avec des processus biologiques. Donc ça, on commence à les développer aujourd'hui pour les cancers, pour les maladies neurodégénératives, les maladies du système immunitaire. Et ça va être absolument une révolution. Alors, pour schématiser, est-ce qu'on peut imaginer d'ici 10-20 ans qu'on ait tous notre jumeau numérique qui soit à la disposition de notre médecin et qui, du coup, référence l'ensemble des symptômes, des éléments de la vie qu'on a eu médicaux, de notre état de santé et que dessus, le médecin il puisse faire des scénarios pour voir comment on peut réagir par ordinateur à tel ou tel médicament ou soigner telle ou telle maladie. Alors, on va prédire le futur ici. C'est clairement dans cette direction que l'on va. Par contre, ça prendra plus de 10 ans parce qu'il y a quand même une complexité un petit peu technique. Une des problématiques que l'on a, c'est intégrer, grâce à l'IA d'ailleurs, des données biologiques. Ce sont des données déjà en quantité gigantesque. On parle du séquençage du génome, de l'expression des 23 000 gènes du corps, de la caractérisation de dizaines de milliers de protéines, soit dans le sang, soit dans les organes qui sont le siège de la maladie. Et puis on veut aussi rajouter toutes les données d'imagerie médicale. D'accord ? Et donc c'est vraiment colossal et il nous faut de la puissance de calcul qu'on n'a pas encore tout à fait. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il va se passer probablement, j'ai envie de dire une trentaine d'années, horizon 2050, quelque chose comme ça. Mais plus on va aller et plus on sera capable de faire des modèles, des représentations de la maladie de patients individuels qui seront de plus en plus fiables et acceptés, reconnus par les autorités réglementaires. Nous sommes une des industries, sinon l'industrie, la plus réglementée au monde. Et tous ces bénéfices technologiques que je suis en train de décrire ne seront concrétisés que si, bien sûr, les autorités de santé reconnaissent toutes les conclusions, toutes les décisions, tout le niveau de preuve, finalement, qu'on va apporter grâce à ces modèles.
Voilà, il va falloir sensibiliser les politiciens, les bureaucrates, les superviseurs, les régulateurs à l'ensemble de ces sujets pour aider aussi la médecine, voilà, à pouvoir se développer et à pouvoir s'adapter en fait à la révolution technologique à laquelle on est confronté. Si je peux réagir à ce que vous dites, donc vous avez tout à fait raison, mais je voudrais rajouter aussi les professionnels de santé. Tous les professionnels de santé qui sont en exercice n'ont jamais, au cours de leurs études, été exposés à toutes ces fonctionnalités de l'IA. Et même les jeunes qui sortent, les jeunes médecins ou pharmaciens qui sortent aujourd'hui, qui sont diplômés aujourd'hui, n'ont jamais été exposés à ça. Donc, importance de la formation continue. Et puis, il y a une catégorie de personnes qu'il va falloir aussi former à ces outils-là, à ces potentialités. Ce sont les patients. Ils sont, et j'ai envie de dire nous sommes, directement concernés par ces évolutions technologiques en tant que patients. Et il faut que nous apprenions à développer un esprit critique, d'ailleurs un petit peu, à l'égard de ces technologies, et dans le même temps bien comprendre le potentiel que ça peut avoir pour nous aider tous à suivre finalement, à être acteurs dans le suivi de notre santé. Alors justement, Philippe, dans la continuité de ce que vous dites, vous parliez de formation des médecins. Alors je vais vous poser une question. Est-ce que, Philippe, vous avez déjà utilisé ChatGPT ? Bien sûr, et j'espère que donc beaucoup de personnes qui nous écoutent utilisent ChatGPT. On sait que les étudiants les utilisent peut-être plus que de raison, mais je pense que derrière tout ça, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que cette forme d'IA qu'on appelle l'IA générative, hein, c'est en particulier une IA qui est entraînée avec beaucoup de textes et qui a développé une capacité à comprendre le langage humain et même à le restituer. Donc, d'où la possibilité d'avoir des échanges écrits ou même verbalement avec ces formes d'IA. Et ces formes d'IA sont en train de transformer le rapport de l'humanité à la connaissance. Ce que je dis à mes étudiants, c'est que vous sortez de vos études et on vous a demandé de mémoriser beaucoup de choses, d'apprendre par cœur, avec des têtes certes bien faites, mais maintenant, on va davantage se reposer sur ces outils pour aller les solliciter à travers des questionnaires, les fameux prompts, hein, donc pour qu'ils nous donnent des réponses très pointues, intégrant les toutes dernières questions dans des champs de connaissances immenses. Donc c'est un sacré changement. Pour aller dans le sens de ce que vous dites, on l'a vu très rapidement après la sortie de ChatGPT, pour se mettre un petit peu du côté du patient. En fait, ChatGPT a réussi parfois à donner des diagnostics à des patients sur des maladies qui n'étaient pas trouvées par les médecins. Des maladies qui étaient parfois très rares. Et en fait, le patient, il décrivait tout simplement ses symptômes à ChatGPT, qui avait englobé un maximum de données au préalable sur l'utilisateur dans les prompts précédents. Et ChatGPT lui disait, mais t'es sûr que c'est pas ce type de maladie-là ? Et effectivement, c'était le cas après vérification par un médecin. Alors évidemment, il ne faut pas se fier à l'intelligence artificielle générative systématiquement, hein. Elle peut aussi se tromper, tout comme un humain d'ailleurs, parfois même plus. Mais en réalité, on peut quand même faire des prédictions sur le futur et se dire, et vous allez me donner votre avis Philippe, mais est-ce que quelque part, l'intelligence artificielle générative, elle œuvrera pas dans le futur un peu comme un compagnon de route des citoyens, du grand public, et également sur leur partie santé, parce qu'elle aura beaucoup plus d'informations sur les utilisateurs que les médecins. Elle connaîtra les étapes de vie par lesquelles ils sont passés, elle connaîtra aussi tout l'environnemental autour d'eux, ce qu'ils mangent, leurs amis, leurs habitudes de vie, est-ce qu'ils sortent le soir, est-ce qu'ils boivent de l'alcool, est-ce qu'ils fument, etc., etc. Et en fait, à partir de l'ensemble de ces données et de la mémoire de ChatGPT par rapport à chaque utilisateur, parfois il sera peut-être davantage en mesure d'apporter des informations pertinentes que le médecin traitant classique en fait de l'utilisateur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que là, vous évoquez tout un tas de potentialités de ces outils qui sont réelles et qui sont absolument fascinantes et qu'il faut qu'on mette à profit. Mais le point, pour mettre les choses dans le contexte, je pense à un contexte approprié, c'est que ces technologies ne vont pas remplacer le professionnel de santé. D'accord ? Aujourd'hui, la responsabilité de la prise d'une décision, elle est dans les mains d'un expert humain
Ça peut être le médecin, ça peut être le pharmacien, ça peut être d'autres professionnels de santé. C'est ce qu'on appelle la responsabilité humaine. Parfois, on appelle ça aussi la garantie humaine. On va s'appuyer de plus en plus sur ces solutions d'intelligence artificielle, mais pendant, j'ai envie de dire, plusieurs décennies, probablement, et peut-être même plus, eh bien, la responsabilité in fine de la décision, c'est une décision de santé, c'est quand même important, donc ce sera dans les mains de l'expert humain. Mais ça veut dire que, bien sûr, les professionnels de santé doivent se former à utiliser ces outils pour le meilleur, d'accord, pour peut-être soulager leur mémoire, pour en particulier les aider à minimiser les tâches administratives, et dans le même temps, si on se concentre sur le métier d'un médecin, par exemple, passer plus de temps dans l'interaction, dans l'écoute de son patient. Et je mentionne ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de médecins, d'une part, ou de professionnels de santé en général, qui ont peur d'être remplacés par l'IA. Et certainement, l'IA va nous remplacer, nous les humains, dans certaines tâches, tout ce qui est automatisable, finalement. Mais dans le même temps, c'est très important qu'on essaie de tirer le meilleur pour finalement pouvoir être recentré en tant que professionnel de santé sur ce pourquoi on a été éduqué, c'est-à-dire aider les patients finalement. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de papiers qui sont sortis récemment pour dire que parfois l'IA générative, elle avait plus d'empathie, en tout cas dans le ressenti des patients, que leur réel médecin traitant. Et on peut se dire effectivement que dans le futur, il y a une chose que ChatGPT ne pourra pas remplacer par rapport au médecin, c'est bien la relation humaine avec le patient. Tout à fait. Alors là, vous avez évoqué une étude récente d'ailleurs qui est intéressante. Alors, c'est une anecdote, c'est-à-dire qu'effectivement, on a interrogé beaucoup de patients qui apprécient beaucoup l'interaction, ces dialogues avec ChatGPT ou des formes d'IA intéressantes, parce qu'ils trouvent que l'IA exprime plus d'empathie. L'IA manifeste de l'empathie à travers ses mots, mais une IA n'a absolument aucune empathie. Une IA, ça ne pense pas, il n'y a pas d'émotion, ça calcule. C'est vraiment de la statistique. Mais par contre, ce qui est extraordinaire, avec la maîtrise du langage que cette IA a, eh bien, elle va mimer une empathie. C'est-à-dire que contrairement à un médecin, si un médecin, en fin de journée, il a le droit d'être fatigué, il peut avoir eu plusieurs patients un peu compliqués, et donc peut-être que son empathie faiblit un peu, ou en tout cas sa capacité à l'exprimer. Alors que l'IA, non, pas du tout. Et je pense qu'il faut utiliser cet exemple-là pour justement former les professionnels de santé à l'expression de cette empathie. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, parce que ce qu'on est en train de discuter, c'est finalement cette importance qu'on va avoir à interagir, apprendre à interagir avec les machines pour apprendre des machines. Ouais, c'est super intéressant et d'ailleurs, dans le livre, vous parlez pas simplement que d'intelligence artificielle, vous parlez de grosses révolutions technologiques et médicales qui sont en cours et qui sont d'ores et déjà déployées et testées actuellement. Et vous parlez bien notamment du potentiel dans ce qu'on appelle les organes artificiels, les prothèses intelligentes, notamment en utilisant l'impression 3D. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que là, quand on lit ça, on se dit, l'humain, demain, il va devenir Robocop. Oui, d'abord, la révolution en santé dont on parle, elle n'est pas simplement liée à l'IA. L'IA nous permet d'analyser beaucoup de données et de comprendre les particularités du patient. Et ça, c'est en lien avec toutes les technologies qui aujourd'hui permettent de générer beaucoup de données sur les problèmes de santé. Et puis de l'autre côté, c'est le point que vous abordez, on a aujourd'hui énormément d'innovations dans toutes les modalités thérapeutiques. Alors, pour être plus précis sur tout ce qui est organes artificiels ou les prothèses intelligentes, donc aujourd'hui, il y a effectivement plein d'approches qui visent à développer des formes d'organes qui vont aider les patients en particulier qui sont en attente de greffe. Et la version la plus avancée, c'est celle du cœur artificiel. Et il se trouve que c'est une entreprise française, Carmat, qui l'a développé. Et aujourd'hui, donc, c'est un dispositif médical, c'est comme ça qu'on l'appelle,
qu'on va donc insérer dans le corps de patients qui sont à l'insuffisance cardiaque terminale et qui les aide à survivre pendant plusieurs mois, le temps bien sûr d'attendre un greffon compatible qui pourra les aider. Pour ce qui est des prothèses intelligentes, donc là, on est sur des avancées technologiques qui concernent on va dire la possibilité de mettre de l'électronique miniaturisée. J'allais y venir justement. Avec des supports flexibles et avec des matériaux biocompatibles. Et l'intérêt de ça, c'est que ça permet de relier le corps humain avec des terminaisons nerveuses de tissus résiduels, quand par exemple il y a eu une amputation. Et donc ça donne un meilleur contrôle et une meilleure perception sensorielle aux patients. Vous parlez justement dans le livre de la nanorobotique, voilà, qui se développe actuellement. Moi, ça m'a fait penser, je ne sais pas si, chers auditeurs, vous vous rappelez de ce dessin animé, ça m'a fait penser au dessin animé « Il était une fois la vie », où on a des petits personnages qui se baladent dans le corps humain. Et là, en fait, c'est, si je comprends bien, hein, pour schématiser, pour vulgariser, ça peut être peut-être des petits véhicules miniaturisés qui vont conduire le médicament au bon endroit dans le corps pour qu'il puisse bien agir. Alors, dites-nous en plus, ça, parce que là, ça paraît incroyable. Donc, on a un gros intérêt aujourd'hui pour les nanotechnologies dans le domaine de la médecine. Il existe à peu près une trentaine de médicaments basés sur des nanotechnologies. Donc, ce sont classiquement des molécules médicamenteuses qui sont formulées dans des nanoparticules. C'est vraiment tout petit. Hein. Et donc, c'est moins d'une centaine de microns de diamètre. Et l'intérêt de ces nanoparticules, c'est que ça peut vraiment cibler très précisément le médicament sur une cellule ou éventuellement un tissu particulier. Et donc, on va pouvoir, par exemple, si c'est une tumeur, on va pouvoir vraiment détruire la tumeur sans détruire les tissus autour. Alors maintenant, vous avez évoqué les nanorobots. C'est une autre application des nanotechnologies. Et ça rentre, alors là, on est un peu plus dans le futur, dans la prospective. Ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la matière intelligente. Et parfois, on appelle ça l'impression 4D. Alors, on connaît l'impression de matériaux en 3D. Et la quatrième dimension, c'est en fait rendre la matière intelligente en faisant en sorte qu'elle soit capable d'être manipulée par des stimuli à l'extérieur. D'accord, à l'extérieur du corps. Par exemple, l'idée, c'est de créer effectivement des tout petits robots qui pourraient patrouiller le corps pour détruire des caillots ou bien des tumeurs ou bien éventuellement attaquer des bactéries en étant manipulés à l'extérieur du corps par des champs magnétiques, par de la lumière ou des choses comme ça, des approches physiques. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, c'est bien sûr exploratoire, mais il y a déjà des choses qui sont plutôt encourageantes. Ah, c'est fascinant, c'est fascinant. Écoutez, là déjà, on a déjà parlé de beaucoup de choses. On a parlé du potentiel de l'IA dans la révolution du médicament. On a parlé de tout le panorama des révolutions en cours en matière de santé dans ce qui se pratique déjà. Et là, on va continuer en parlant, parce que dans le livre, vous en parlez beaucoup, des promesses de l'intelligence artificielle sur la santé dans le monde de demain. Voilà, ce que l'intelligence artificielle va nous permettre d'atteindre, va nous permettre de faire potentiellement. Et là, il y a beaucoup de choses à aborder. Donc, chers auditeurs, avant ça, n'hésitez pas, évidemment, vous le savez, hein, sur YouTube, n'hésitez pas à liker, commenter cet épisode pour le référencement. Vous êtes très nombreux à nous suivre et je vous remercie d'ailleurs pour le précédent épisode. Vous avez été très nombreux à regarder l'émission. Abonnez-vous pour le moment. Voilà, il y a peut-être 10% des gens qui regardent l'émission qui sont abonnés. Abonnez-vous parce qu'on publie beaucoup d'émissions et puis on est également disponible sur Spotify. Donc n'hésitez pas également à vous abonner là-dessus et à lâcher votre 5 étoiles. Donc là, maintenant, Philippe, on va passer à un petit jeu. Voilà, je vous avais prévenu à l'avance, je vous avais dit, je vais vous soumettre à un petit jeu. L'idée, c'est que je vous propose des scénarios en matière de médecine, en fait des idées reçues sur la médecine et l'intelligence artificielle, ce qu'on entend beaucoup dans la société, dans les discussions, etc. Et vous allez devoir dire très rapidement si pour vous, cette idée reçue, elle est vraie ou elle est fausse, et vous avez évidemment une petite phrase rapide pour pouvoir justifier. Voilà. L'idée, c'est de répondre de manière spontanée. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts ? Très bien.
Allez, Je ne suis pas au courant des questions. Vous n'êtes pas au courant des questions. Voilà. Allez, c'est parti. L'IA n'est pas intelligente. Alors, l'IA manifeste une certaine forme d'intelligence, en particulier analytique, pour créer des modèles prédictifs. L'IA reconnaît mieux les tumeurs que les radiologues. Alors, aujourd'hui, on va dire que l'IA est capable de reconnaître les tumeurs avec le même niveau de compétences que les radiologues très chevronnés. Simplement, elle est capable de traiter beaucoup plus d'échantillons à la fois. L'IA pourrait être plus empathique que les médecins. Oui, ça c'est vrai. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle manifeste de l'empathie. Par contre, elle n'est pas du tout empathique. Grâce à l'IA, on pourra prévenir les crises cardiaques avant qu'elles ne surviennent. Très certainement, on pourra prédire tout un tas de maladies, dont effectivement le risque d'infarctus, par exemple, ou d'AVC. Donc ça, on commence à développer des algorithmes pour prédire tous ces problèmes de santé dans tout un tas de pathologies chroniques. Demain, on pourra avoir une consultation médicale qui est entièrement gérée par l'intelligence artificielle. Non, comme on l'a dit tout à l'heure, certainement un robot conversationnel pourra vraiment tenir une discussion tout à fait intéressante et riche en informations pour le patient, mais il faut qu'il y ait au bout de la chaîne un professionnel de santé pour entériner et je dirais même pour prendre la décision finale quant au traitement du patient. L'IA va creuser les inégalités d'accès aux soins. Alors, c'est vrai et faux. Bien sûr que, comme toujours, il y aura des personnes qui vont adopter ces technologies et d'autres pas. Donc l'inégalité, elle sera au niveau des soignants dans l'acceptation de ces technologies, mais aussi au niveau des patients. Par contre, il faut savoir que toutes ces approches, j'ai envie de dire couplées à la télémédecine, donc sont aujourd'hui tout à fait pertinentes pour avoir accès à des patients qui sont dans des zones rurales ou de déserts médicaux. On va pouvoir devenir plus intelligent avec des implants Neuralink. Alors ça reste à prouver. Donc je sais que si vous posez la question à Elon Musk, vous aurez un franc massif. Mais aujourd'hui, on n'en est qu'à des balbutiements s'agissant en fait d'apprendre à connecter avec des puces dans le cerveau, le cerveau humain avec un ordinateur. Alors attention, celle-là c'est ChatGPT qui me l'a sorti. Le business de l'IA médicale est avant tout pour faire du fric. Alors donc ça montre que effectivement, ça nous rappelle que ChatGPT a parfois des hallucinations. Hein, c'est-à-dire que donc certainement il y a beaucoup d'acteurs qui utiliseront ce credo, mais bien sûr le bénéfice de l'IA en santé, c'est pour le bien-être du patient et ça restera la préoccupation de la plupart des soignants. Eh ben écoutez, merci Philippe de vous être prêté au petit jeu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez apprécié le jeu, si vous êtes d'accord ou pas avec notre invité, et puis à nous soumettre aussi d'autres idées de jeu pour les prochains invités. D'ailleurs, vous pouvez nous dire quels invités vous voulez avoir sur le podcast pour les prochaines fois. Alors Philippe, on va continuer maintenant, je vous l'ai dit, sur les promesses de l'intelligence artificielle dans le futur. Il y a un sujet que j'ai trouvé passionnant dans le livre, voilà, c'est sur l'amélioration des capacités humaines grâce à l'intelligence artificielle. Alors vous le dites, il y a déjà un certain nombre de médicaments ou de produits qui aujourd'hui peuvent booster le corps humain. Voilà, dans la musculation, c'est connu, on a notamment les stéroïdes anabolisants. On a la testostérone, la trembolone, le clenbuterol, voilà, on a tous ces stéroïdes-là qui peuvent aider les athlètes, qui sont évidemment illégaux, mais qui peuvent aider les athlètes à développer leur physique. Au niveau sexuel, on peut avoir des médicaments comme le Cialis, le Viagra qui peuvent aider à booster la libido ou à booster l'activité sexuelle. Au niveau mental, au niveau de la réflexion, on peut avoir des médicaments qui vont aider à être davantage stimulés, les nootropiques. Moi, j'utilise par exemple à la salle de sport parfois des compléments alimentaires qui permettent d'être plus concentré sur sa séance et ça fonctionne réellement. Avec l'intelligence artificielle, quelles sont les promesses de l'IA pour nous aider à mieux booster notre corps, nos capacités physiques? Est-ce que ça peut avoir un impact dans le futur? Alors, au niveau de la performance des corps, d'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est que la révolution vient de beaucoup de modalités
thérapeutique. On n'a pas parlé des cellules souches et de la médecine régénérative, mais donc tout ça avec la transplantation de mini-organes créés par impression 3D, ou bien, donc, comme on l'a dit, des organes artificiels. Donc tout ça va bien sûr beaucoup aider à réparer telle ou telle partie du corps défaillant. Aujourd'hui, l'IA, elle est intéressante pour, en fait, à partir de photographies d'une personne qui souhaite transformer son corps et améliorer sa performance, même si il ou elle n'est pas malade, hein, c'est de ça dont on parle. C'est un peu la vision, ce qu'on appelle transhumaniste, qui consiste à transformer les corps, non pas parce qu'on a un besoin, mais c'est parce qu'on a une envie, un désir. Aujourd'hui, donc, à partir d'une photo donc, de la personne intéressée par cette transformation, on peut créer des représentations tridimensionnelles, ce qu'on appelle paramétriques, donc extrêmement précises du corps de la personne, et on peut après lui montrer comment il peut modifier, par exemple, son poids. Qu'est-ce qui se passe s'il modifie son poids, s'il travaille sur sa musculature, éventuellement si on lui augmente sa taille. Donc on peut lui donner une idée très précise sur le mode, une photo avant et après, si j'ose dire, la transformation. Donc ça permet de guider des transformations par toutes les modalités thérapeutiques qu'on a commencé à évoquer. Par ailleurs, il y a un champ de la médecine qui est en train d'émerger et qui va être totalement bouleversé et accéléré par l'IA. C'est la médecine anti-vieillissement. C'est-à-dire qu'on a une médecine qui va nous permettre qui dans les 30 ans qui viennent, va nous permettre de beaucoup mieux vieillir en bonne santé. Le but, c'est pas tellement de vivre longtemps, c'est surtout de vivre longtemps en bonne santé, pour pouvoir profiter de la vie. Et grâce à l'IA, donc, on va pouvoir, en fait, en comprenant mieux les processus biologiques impliqués, identifier des cibles thérapeutiques, développer des molécules médicamenteuses contre ces cibles, et puis, classiquement d'ailleurs en combinaison, et puis les tester sur des patients virtuels. Donc on va accélérer le développement ou l'émergence de cette médecine balbutiante aujourd'hui, qui est celle du vieillissement en bonne santé. Justement, sur ce sujet du vieillissement en bonne santé, je vous le disais quand on a préparé l'émission, moi, l'été dernier, j'ai lu un livre fascinant que je recommande aux auditeurs. Quand vous aurez fini de lire, évidemment, La révolution du médicament par l'IA, c'est le livre Outlive du docteur Peter Attia, voilà, qui nous dit que la médecine d'avant, c'était une médecine qui traitait les conséquences des maladies, et la médecine de demain, ça sera la médecine préventive. C'est celle qui va s'adresser de manière très anticipée aux maladies, aux 4 grandes familles de maladies qui sont définies dans le livre, à savoir les cancers, les maladies neurodégénératives, le diabète de type 2, et puis également les maladies cardiaques, exactement. Donc ces 4 grandes familles-là, en fait, ce qui est expliqué dans le livre, c'est qu'elles ont toutes quand même des facteurs d'apparition environnementaux qui sont assez communs, que ce soit vis-à-vis de l'alcool, que ce soit vis-à-vis du sport, ou plutôt de l'absence d'activité physique, que ce soit par rapport à l'alimentation. Et dans le livre, on revient en détail sur l'ensemble de ces éléments qui peuvent être des facteurs d'apparition de ces maladies, au-delà de la génétique. Vous, comment vous estimez que l'intelligence artificielle va pouvoir aider à mieux prévenir les maladies et aider les patients à les éviter ? Alors, ce que l'IA est en train de faire, c'est d'accélérer l'évolution vers la médecine de précision, comme on l'a dit, c'est-à-dire réaliser une adéquation de plus en plus fine entre les propriétés de candidats médicaments et puis le patient. Ça, on appelle ça la médecine de précision. Et cette médecine de précision, elle est davantage personnalisée, elle sera davantage sur mesure, mais elle a aussi d'autres propriétés. Elle est prédictive et donc du coup, elle va être préventive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où on parle, on a un développement grâce à l'IA d'algorithmes prédictifs de risques de santé qui vont, dans les 10, 20, 30 années qui viennent, être progressivement déployés en médecine pour prédire des risques de santé depuis la naissance jusqu'à la mort, d'accord, à toutes les étapes de la vie. Et c'est d'ailleurs pas sans poser question quant à notre liberté, finalement, hein. Ce côté presque prédit jusqu'à
être tenté de vouloir échapper à tous ces déterminismes. En tout cas, donc, on va de plus en plus prédire avec précision les risques de santé et forcément, on va donc être en mesure, dans les décennies qui viennent, de développer des médicaments préventifs. Alors aujourd'hui, on en a quelques-uns. Les médicaments préventifs bien connus, ce sont les vaccins. Mais au-delà de ça, on va maintenant développer des médicaments qui vont être capables de prévenir une maladie dont il sera prédit qu'elle va se développer dans les 2-3 ans chez tel ou tel patient, ou bien de traiter cette maladie à un stade très précoce. Et on sait que classiquement, on est beaucoup plus efficace dans ce... On intervient tôt. Exactement. Ouais. C'est fascinant. Moi, il y a un type de maladie qui m'intéresse tout particulièrement. J'en ai parlé lors du précédent podcast. C'est les maladies neurodégénératives. Oui. Et on en parlait lors du précédent podcast. On parlait des risques de TikTok, notamment, en disant que voilà, les algorithmes type TikTok, ce sont des algorithmes qui, à mon sens, sont en train de détruire le cerveau des jeunes générations. C'est évidemment des algorithmes qui vont pousser à avoir un maximum de dopamine chez les personnes. Donc, c'est en train de défoncer leurs capteurs de dopamine. Et au-delà de ça, c'est en train de détruire toute leur capacité d'attention. On se rappelle, avant, dans les anciennes générations, voilà, le divertissement, c'était lire un bouquin. Bon, lire un bouquin, ça prend du temps. Ensuite, le divertissement, ça a été de regarder un film. Bon, un film, c'est quand même 1h30, parfois 2 heures. Si vous regardez un Kubrick, ça peut durer jusqu'à 3 heures. Ensuite, dans les générations suivantes, ça a été regarder une série. Bon, un épisode d'une série, c'est entre 45 minutes et 1 heure. Faut quand même rester concentré. Et après, ma génération, moi, par exemple, c'est les vidéos sur YouTube. Bon, en moyenne, c'est 10 ou 15 minutes. Donc, il faut quand même être un minimum concentré. Aujourd'hui, c'est 15 secondes. C'est 15 secondes une vidéo et les personnes swipent comme ça. Et en réalité, elles défilent. Elles n'ont plus aucune capacité à pouvoir se concentrer. Et moi, je pense que ça va créer des générations d'Alzheimer dans le futur qui seront extrêmement graves. Et on le sait, avec la technologie et avec l'intelligence artificielle, il y a un gros potentiel pour ce qu'on appelle la neuro-augmentation. Donc, c'est l'idée d'améliorer la capacité neuronale. On parlait de Neuralink tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous voyez des perspectives pour l'avenir, du potentiel en la matière ? Alors d'abord, vous avez raison de rappeler que beaucoup de ces plateformes, vous avez mentionné TikTok, aujourd'hui, on en parle beaucoup dans le cadre de l'interdiction éventuelle à des très jeunes aux tablettes avant un certain âge, avec ce risque de déficit d'attention que d'ailleurs on commence à voir de plus en plus chez certains jeunes. Je pense que ce qu'il faut, bien sûr, c'est utiliser de façon raisonnable ces outils-là. Et pour ce qui est de la neuro-augmentation, j'ai envie de dire, stimulée par l'IA, je pense qu'une des toutes premières choses qu'on va voir... Alors, il y a différentes approches. Il y a la recherche de psychostimulants. Il y a aussi également tout ce qui est stimulation cérébrale plus ou moins profonde. Il y a aussi ce dont on a commencé à parler, cette idée de créer une interface entre le cerveau humain et puis l'ordinateur. Mais j'ai envie de dire, pour moi, le premier apport de l'IA, qui aujourd'hui est réel, c'est quelque chose qui démarre, c'est l'utilisation de l'IA pour développer des médicaments très efficaces contre les maladies neurodégénératives. Vous avez mentionné Alzheimer, il y en a d'autres, maladie de Parkinson, Huntington, la sclérose latérale amyotrophique dont on parle beaucoup en ce moment. Donc il y a tout un tas de maladies pour lesquelles on est un peu démunis au niveau des traitements. On commence pour l'Alzheimer à avoir peut-être des traitements qui vont ralentir l'évolution si on commence à les traiter à partir des formes débutantes. Mais fondamentalement, on a besoin d'améliorer ces traitements. Et l'IA est vraiment à même de nous aider en faisant des modèles de ces maladies, identifier des cibles thérapeutiques nouvelles, des molécules médicamenteuses nouvelles, et pouvoir tester ces médicaments sur des patients virtuels. Et notamment, c'est quelque chose qui est mis en place actuellement dans la maladie d'Alzheimer.
Et il y a aussi une autre perspective pour le rallongement de l'espérance de vie, et vous le dites dans le livre, c'est que l'IA, on le sait maintenant, elle a une capacité d'analyse qui est extrêmement large. Et aujourd'hui, dans le monde actuel, il y a de plus en plus de données qui sont disponibles, vu qu'il y a de plus en plus de technologies et de choses à analyser pour les ordinateurs et pour les intelligences artificielles. Et on a quand même dans le monde énormément de super seniors, des personnes qui dépassent les 110 ans. Et donc là, il y a un potentiel, vous nous dites, qui est immense de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre comment ces personnes sont arrivées à 110 ans et en tirer des conclusions. Alors ça, est-ce qu'il y a de la recherche sur le sujet? Bien sûr. J'évoquais tout à l'heure l'intérêt de l'IA pour développer des médicaments qui vont ralentir le vieillissement de nos corps et le vieillissement cognitif aussi du fonctionnement de notre cerveau. Et à cet égard, donc effectivement, l'IA aujourd'hui est utilisée pour analyser des données de profilage biologique de super centenaires. Alors un super centenaire, on va rappeler ce que c'est. Ce sont des gens qui ont plus de 110 ans, 110 ans ou plus, et qui, pour certains, sont en parfaite santé. On estime qu'il y en a plusieurs centaines dans le monde, on va dire 400, 500. Donc on peut prédire que le record de Jeanne Calment de longévité, 122 ans et 5 mois et quelques jours, je crois. Alors certains disent que c'était sa fille. Ça, c'était une hypothèse émise par les Russes qui a été rejetée. Et vous savez que par les temps qui courent, on fait de moins en moins confiance aux Russes en ce moment. Mais donc tout ça pour dire que donc, le record de Jeanne Calment va être battu dans les années qui viennent. Et ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est de comprendre quels sont les processus biologiques qui sont activés, les caractéristiques biologiques de ces super centenaires qui font qu'ils ont encore bon an mal an toute leur tête, qu'ils ont gardé leur motricité et qui sont parfaitement alertes. Ça, c'est une chose. Et puis par ailleurs, on fait en parallèle des analyses, toujours par l'IA, d'autres maladies qui pour le coup sont l'inverse. C'est-à-dire ce sont chez des jeunes enfants, on essaie de comprendre les processus biologiques perturbés chez des patients qui sont atteints de maladies génétiques qui accélèrent le vieillissement. Ce sont des maladies dévastatrices, puisque ces pauvres enfants, classiquement, décèdent à l'âge de 10 ou 15 ans de vieillesse accélérée. Donc il y a une forme qui est relativement connue qui s'appelle le progéria. Ces enfants, rapidement, ont l'aspect de vieillard. Donc on essaie de brasser toutes ces informations grâce à l'IA pour comprendre d'une part les processus biologiques qu'on doit stimuler parce qu'ils sont visiblement protecteurs contre le vieillissement et ceux qu'on doit au contraire inhiber parce qu'ils sont responsables de vieillissement accéléré. Donc c'est grâce à ce genre d'intervention qu'on va pouvoir vraiment commencer à développer des médicaments qui vont vraiment ralentir le vieillissement. Alors écoutez Philippe, c'est fascinant, on arrive sur la fin du podcast et pour finir, je vais vous poser une question à 10 millions d'euros, Philippe. Vous êtes prêt? Alors, vous le savez, il y a des mouvements qu'on peut appeler des mouvements transhumanistes qui se développent à travers le monde, et notamment outre-Atlantique, où on a des pères du transhumanisme qui se positionnent sur le sujet de l'espérance de vie. On a par exemple Ray Kurzweil, on en a déjà parlé dans cette émission, n'hésitez pas à nouveau à regarder l'émission qu'on avait faite avec le youtubeur Senawak sur les théories les plus effrayantes sur l'IA. On avait parlé de Ray Kurzweil, on avait également parlé du philosophe Nick Bostrom, sur ces sujets-là. Et on a également en France le docteur Laurent Alexandre. D'ailleurs, j'ai pu l'écouter dans un très récent podcast qu'il a fait où il nous parlait justement de ce sujet. L'IA va nous rendre immortels. Alors, il avait écrit un livre qui s'appelait La mort de la mort. Et là, encore récemment, dans un podcast, il disait justement à la personne qui l'interviewait: écoute, moi, ma génération, elle ne connaîtra sûrement pas, grâce à ChatGPT, l'immortalité, mais ta génération à toi, eh bien, il y a de fortes chances qu'elle connaisse l'immortalité grâce à l'intelligence artificielle et notamment l'IA générative, parce que ça a tellement de promesses qu'on va réussir à repousser tellement le vieillissement qu'on arrivera à l'immortalité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, concrètement ? Alors, personnellement, bien sûr, je pense que c'est totalement irréaliste. Ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est que les transhumanistes donnent même une date
pour anticiper donc quand sera accessible cette immortalité. Et la date en question, c'est 2045. Donc ça n'a bien sûr aucune chance d'arriver dans le contexte de nos connaissances actuelles. Comme je le disais, on commence, grâce à l'IA, à comprendre, j'ai envie de dire, dans un niveau de détail suffisant pour développer des médicaments, les processus du vieillissement. Donc on n'en est pas à lutter contre la mort. Il y a des approches aujourd'hui de cryogénisation. Donc on va mettre les corps de personnes qui sont mourantes, en fait. On les endort et ensuite on les congèle. Ça se fait. Il y a une société qui s'appelle Alcor, au Texas, qui fait ça, qui a 180, je ne sais pas s'ils les appellent patients ou clients. Donc, il y a un film comme ça, c'est Demolition Man, non ? Je sais pas, mais certainement. Et donc, en tout cas, il y a une entreprise qui a dû être inspirée par ces scénarios de science-fiction. Et donc, ça existe. Il y a aussi, bien sûr, les histoires d'uploading. Ça, c'est Nick Bostrom qui avait évoqué ça donc, en 2014. La notion de dire on va télécharger le cerveau d'un humain sur un disque dur. Et puis, si l'enveloppe corporelle disparaît, au moins, il y aura quoi d'ailleurs ? Est-ce qu'on va arriver à enregistrer les pensées, les mots d'humour, la conscience, les émotions ça pourrait être un hologramme, un peu comme dans Star Wars. Oui, ça, vous pouvez avoir un hologramme aussi. Et on fait des deadbots aussi. Donc, mais si vous voulez, ce sera une très pâle imitation du vivant. Donc, là récemment, je ne sais pas si vous avez vu aux États-Unis, j'en ai parlé récemment. Eh bien, il y a eu lors d'un procès un deepfake, un deadbot qui a été créé. Donc il y a une personne lors d'un accident de voiture qui a été percutée, qui en est décédée. Et lors du procès du chauffard, eh bien la sœur de la victime, elle a décidé de créer un deadbot pour faire passer un message, dans le tribunal, un message de pardon, un message de charité qui était basé sur les valeurs chrétiennes de la personne, telles que tout le monde le connaissait. Voilà, c'est vrai qu'on se dit, on est à la limite de l'éthique parfois, mais on peut créer un hologramme et puis lui faire dire des choses. Donc ça c'est la technologie est là. Mais simplement, ça ne veut pas dire qu'on est quelque part en train de faire perdurer un humain tel qu'il était. Voilà. Donc on n'en est pas du tout là. J'ai presque envie de dire, j'aurais dû dire ça d'ailleurs en tout premier, c'est pas du tout souhaitable, en particulier à un horizon de 20 ans, qu'on supprime qu'on donne l'immortalité aux humains. Vous imaginez l'adaptation sociétale, ce que ça va donner, ne serait-ce que pour laisser une place aux générations qui arrivent, ce serait à proprement parler cataclysmique. Donc je pense que, par contre, ce qui est déjà tout à fait envisageable, je dirais à un horizon une trentaine d'années, et ce sera déjà une sacrée adaptation parce qu'il y aura progressivement une augmentation de l'espérance de vie. En tout cas, pour ceux qui vont se permettre, qui vont avoir les moyens d'accéder à ces technologies, c'est des médicaments qui vont réellement ralentir le vieillissement, au-delà de simplement essayer de gommer un peu les rides, ou des choses comme ça. Et donc, ça, je pense que ça, c'est quelque chose de tout à fait pertinent et pour le coup, qui paraît souhaitable. Moi, ce que je retiens de cette émission et de ce livre, Philippe, c'est que en réalité, on parle très souvent, et notamment dans Esprit IA, et il faut en parler, des risques de l'IA, des risques soit existentiels ou soit des risques réels, concrets, qui se posent d'ores et déjà aujourd'hui, la manipulation, les deepfakes, l'absence de contrôle humain, le manque d'explicabilité, voilà, il y en a énormément. Et des risques sociétaux, il y en a énormément également. Mais pour autant, c'est vrai que quand on lit votre livre, quand on vous écoute parler, on se dit, il y a quand même de l'espoir en la matière. Vous, c'est quoi votre sentiment, de manière peut-être un peu plus générale, si on sort du domaine de la médecine, sur l'avenir de l'intelligence artificielle ? On finira là-dessus. Oui, nous, dans le domaine du médicament, on évalue un médicament en termes de rapport bénéfice-risque. D'accord ? Donc tous les médicaments sont susceptibles de donner des effets secondaires s'ils sont mal utilisés ou à une forte dose ou pas chez les bonnes personnes. Donc il y a toujours un risque, même quand on prend de l'aspirine, d'accord ? Ça provoque des petits saignements chez certaines personnes. Mais donc bien sûr, on met un médicament à disposition des patients quand on pense que le bénéfice est supérieur au risque. Et je pense que pour l'IA, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les bénéfices, je crois qu'on a essayé de l'illustrer à travers notre conversation, ils sont conséquents au niveau sociétal quand on voit toutes les opportunités, et tout particulièrement dans le domaine de la santé. Je crois qu'on est parti pour des transformations
qui vont vraiment aider à vivre un très grand nombre de personnes. Après, vous avez rappelé les risques, donc tout ce qui est deepfake, beaucoup de risques sociétaux, utilisation de ces technologies pour manipuler les opinions. Aussi ce risque de liberté, atteinte aux libertés individuelles à travers l'homme prédit. Ça, c'est quelque chose, quelque part, qu'il va falloir gérer au niveau sociétal. Donc clairement, il y a des risques. Et moi, je crois que un enjeu majeur, et là, on finit sur un point extrêmement important, pour le 21e siècle, ça va être vraiment de réussir l'interface entre l'homme et la machine intelligente. Et cette interface, il faut qu'on le réussisse. Sinon, ça peut être problématique pour l'humanité. Et si on arrive, ça peut être vraiment, pour le coup, extrêmement positif. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille. Et ça implique que tout le monde, finalement, développe un certain niveau de compréhension. On a parlé de la formation des professionnels de santé. Mais je pense qu'il faut aussi former les patients, à quelque part les éduquer au moins à un certain niveau pour qu'ils comprennent un petit peu la révolution qui est en cours, pour qu'eux-mêmes prennent en main leur santé, peut-être avec l'aide de robots conversationnels, des chatbots, qui vont leur donner un certain nombre d'informations, qui vont leur servir de coach en santé pour les aider à gérer leur santé, sans pour autant, bien sûr, éliminer le rôle du médecin et des professionnels de santé. Donc c'est ce vers quoi il faut qu'on aille, et à cet égard, il faut tous qu'on essaie de comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants de cette révolution technologique basée sur l'IA. Merci beaucoup Philippe pour cet échange. Chers auditeurs, chers spectateurs, n'hésitez pas, encore une fois, à vous procurer le livre de Philippe Moinjon. Le lien est directement en description. Également, Philippe, il me semble que vous venez de sortir un nouveau livre également. Alors justement sur ce thème-là, qui était le thème de l'éducation, l'information aux patients, sur ce qui est en train de les concerner directement dans les révolutions dont on a parlé, mon éditeur m'a demandé en fait d'écrire un livre en langage simple et clair pour expliquer aux patients finalement les potentialités de ces technologies qui seront utilisables directement pour, encore une fois, l'aider à mieux gérer sa santé. Donc ça s'appelle Médicaments intelligents et le sous-titre c'est Se soigner grâce à l'intelligence artificielle. Il faut que tous les patients, et les patients c'est nous tous, ceux qui sont en parfaite santé, dans le courant du siècle, ça va évoluer et bien sûr, ils auront à faire face à des problèmes de santé sur un mode davantage justement, comme on l'a dit, préventif, avec un engagement du patient, de plus en plus sur un engagement du patient pour gérer ses risques de santé. Voilà. Merci beaucoup Philippe. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans les commentaires si vous souhaitez qu'on réinvite Philippe pour parler de ce nouveau livre sur l'IA, notamment du côté du patient. C'est très important comme sujet, évidemment, vous vous en doutez bien. Likez cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. Vous pouvez également la commenter. Abonnez-vous, c'est super important. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Sur Spotify, c'est exactement la même chose. Aidez-nous pour le référencement. Dites-nous dans les commentaires qui est-ce que vous voulez que nous invitions pour les prochaines émissions. C'était vraiment un plaisir, Philippe. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.